Le monde où nous sommes est un monde qu'il faut bien regarder les yeux dans les yeux. Tous les soirs à la télévision, ici comme partout, vous voyez ce monde, parfois de manière télégraphique. Un monde dangereux, un monde fragile du point de vue de son écologie, un monde instable, plus instable d'ailleurs aujourd'hui qu'il ne l'était avant 1989 et la chute de l'Empire soviétique et la rupture de ce dialogue bilatéral entre Américains et Russes qui s'était partagé l'influence dans le monde. C'est un monde où il y a de bonnes nouvelles, cependant, pour la démocratie, qui a progressé chez nous, en Europe, avec des dictatures de droite ou de gauche, vous le savez bien, qui ont disparu, et notamment récemment la réunification du continent européen. La démocratie qui a progressé en Amérique latine, en Afrique, en Asie. Un monde où 400 millions d'hommes et de femmes ont quitté le stade de l'extrême pauvreté depuis quelques années, grâce aux échanges et au bon côté de la mondialisation. Un monde, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, où il y a de nouvelles grandes puissances qui ont émergé, des pays qui n'ont d'ailleurs plus besoin de personne pour exister. Et ça, c'est la question de fond qui me conduit à mon message principal devant vous. D'où découlent les efforts que nous devons faire, ici en Grèce comme partout en Europe, pour être libre et pour être indépendant, et pour être maître de notre propre destin. Mesdames et messieurs, imaginez une grande table ronde autour de laquelle se trouvent assis ceux qui vont organiser l'ordre ou le désordre du monde dans 20 ou 30 ans. Ce que Anna appelait les protagonistes tout à l'heure, les acteurs globaux. Qui est-ce qui est autour de cette table? Qui est-ce qui est assis autour de la table? Le président des États-Unis, il est là, depuis longtemps d'ailleurs. Mais même si certains Américains en avaient l'ambition, il n'est plus et il ne sera jamais plus tout seul à cette table. Le président de la Chine est là, la deuxième puissance économique et militaire du monde. Le président brésilien est là, le Premier ministre de l'Inde, qui aura bientôt plus d'habitants que la Chine, et le Premier ministre ou le président, peut-être les deux, de la Russie est là. Est-ce que nous voulons être à cette table? Et pour moi, c'est la question la plus simple et la plus fondamentale. Est-ce que nous voulons être à cette table? Si vous regardez l'Europe de manière lucide, et les pays européens, vous devez constater que dans un terme assez court, aucun pays européen, fût-il l'Allemagne, ou la France, ou la Grèce, n'a à lui seul la puissance, la population, les ressources naturelles suffisantes pour être tout seul à cette table. Et donc, le choix, il est extrêmement simple pour être libre et indépendant et avoir de l'influence. Ou bien nous y sommes ensemble en tant qu'Européens à cette table, ou bien nous n'y sommes pas. Et nous sommes derrière la table, debout, spectateurs de notre propre avenir. Moi, depuis le premier jour de mon engagement politique derrière le général de Gaulle, j'ai décidé que mon pays et l'Europe ne devaient pas, ne pouvaient pas être spectateurs, mais acteurs de leur propre destin. Et voyez-vous, le choix donc est très simple. Il est clairement, et c'est précisément pour cette raison que j'ai voulu revenir à Bruxelles, de construire une Europe politique, une Europe puissante, une Europe influente, non pas pour imposer notre point de vue aux autres, mais pour ne pas subir les décisions des autres, pour participer avec nos valeurs, avec notre modèle social, économique, avec nos propositions, et aussi en défendant nos intérêts, sans complexe,
parce que ni les Chinois ni les Américains n'ont de complexe pour défendre leurs propres intérêts, pour être à la table. Nous devons être à cette table. Et nous y serons si nous parvenons, dans ce moment grave de vérité où nous sommes, à construire les éléments d'une Europe puissante. Quand vous regardez l'histoire, et ici on sait ce que veut dire l'histoire, quand vous regardez le monde tel qu'il est aujourd'hui, vous devez constater comment on bâtit une puissance. Une puissance, c'est une économie, une monnaie, une politique étrangère et une défense. Voilà ce que constitue une puissance. Nous n'y sommes pas encore. Nous sommes sur le chemin depuis 1950 ou 1957, grâce à la mutualisation de nos économies. Mais nous n'y sommes pas encore. L'économie est là, avec une base solide, qui est le grand marché dont je suis l'un des responsables aujourd'hui, l'un des ouvriers, mais il ne fonctionne pas encore correctement. La monnaie, qui est toute jeune, je recommande qu'on ne juge pas une monnaie sur une période aussi courte, même si j'observe qu'elle est devenue l'une des principales monnaies du monde, l'euro, en aussi peu de temps, n'est pas encore la monnaie de tous les pays européens. Et on voit bien, depuis la crise qui a touché votre pays l'année dernière, celle qui a touché l'Irlande, que face à ces crises, nous sommes en train de créer des outils de gestion, de gouvernance, de solidarité qu'on aurait été bien inspiré de créer il y a une dizaine d'années, comme Jacques Delors d'ailleurs l'avait recommandé au moment du traité de Maastricht. Mais nous créons ces outils de gouvernance pour que nos économies, comme vous l'avez dit, nos budgets ne soient pas juxtaposés, parfois concurrents, et la fiscalité aussi, alors même que nous sommes dans la même zone économique, le même marché, et que nous avons pour 17 pays la même monnaie. Quant à la politique étrangère et à la défense, qui sont deux éléments fondamentaux de la puissance politique, nous sommes loin du compte, même si nous avons créé là aussi des outils, celui qu'anime d'ailleurs avec beaucoup de ténacité ma collègue et amie Catherine Ashton, qui est le nouveau, on l'appelle plus maintenant le ministère, parce que les Anglais n'étaient pas très chauds pour ce mot, on dit le commissariat, Mme Ashton est haute représentante et vice-présidente de la Commission, mais clairement, elle anime ce qui doit devenir le ministère européen des Affaires étrangères, c'est-à-dire un lieu où s'élabore une culture diplomatique commune, une vision commune, une analyse commune de nos intérêts et de nos idées dans nos relations avec la Russie, avec le Proche-Orient, qui est si près de vous, et l'Afrique, et les États-Unis. Nous n'avons pas le droit de ne pas avoir une analyse commune de ces relations et de bâtir, non pas une politique étrangère unique, mais une politique étrangère commune à laquelle chacun des pays européens, la Grèce comme les autres, a quelque chose, a une valeur ajoutée à apporter. Voilà. Pardonnez-moi d'avoir dit du fond du cœur ce qui constitue l'essentiel de mon combat politique aujourd'hui, et ce pourquoi je suis revenu à Bruxelles, et ce que j'essaye de faire. Alors, dans les domaines qui sont plus précisément dans ma responsabilité, les services financiers et le marché intérieur, j'essaye de travailler avec cet objectif-là, d'une Europe politique puissante et influente. Et c'est aussi pourquoi, dans ce moment, je pense qu'il faut, pour parvenir à créer cette puissance politique, retrouver la confiance des citoyens.